Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau débat citoyen, tous candidats à l'élection présidentielle. Seule la Une TV, ouverte à tous, la voix des sans-voix, vous le savez, est capable de vous offrir une telle richesse de programmes et de diversité d'invités également. Ces débats auront lieu sur 5 semaines. La semaine dernière, un premier débat extrêmement suivi. Alors, dernier invité qu'on n'a pas présenté là aujourd'hui, c'est Walter Bouchna. Alors, Walter Bouchna, on est très heureux de l'avoir ici. C'est vrai qu'il est chroniqueur, figurez-vous, sur la Une TV. Walter, bonsoir. C'est la Une TV qui vous a donné un tremplin de notoriété comme celui-ci là aujourd'hui? Non, pas du tout. En fait, quand je suis arrivé en 2017, donc avant les Gilets jaunes, je suis arrivé avec une réaction de simple citoyen. J'ai jamais fait de politique, j'ai jamais été syndicaliste, j'ai jamais eu de poste de ce type-là. C'était juste une réaction, je veux dire, j'étais un mariste, c'est-à-dire j'en avais marre. Okay, j'ai suivi la campagne électorale en 2017, j'en avais marre de voir les mêmes têtes, d'écouter les mêmes mensonges, les mêmes promesses de campagne, les mêmes hypocrisies, les mêmes, enfin bref, tout ce qu'on sait des politiciens depuis 40 ans. Et j'ai dit avec des copains, j'ai dit, écoutez les gars, j'en ai marre, je vais écrire un programme pour m'amuser. Alors c'était vraiment pour m'amuser au début. Et je me suis mis dans la peau d'un repreneur d'une boîte. Hein. Vous savez, j'ai fait un petit peu ça dans ma vie. Et je me suis dit, imaginons que la France, ça soit une société en faillite, complètement endettée, 120%, le personnel, disons le peuple, qui se disputent entre eux, ils se tirent dans les pattes, ils sont en crise de nerfs, c'est la folie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remettre en place ce pays? Et donc j'ai commencé, je suis parti au début, j'ai compris, avant les Gilets jaunes évidemment, qui ont été un petit peu le symbole de tout ça, qu'il y avait un ras-le-bol général. Je n'étais pas le seul. Bon. Il y avait un ras-le-bol général, il y avait aussi une dérive de la Ve République qui, elle est ainsi faite que quand elle tombe entre de sales mains, elle devient une dictature très facilement. On le voit aujourd'hui. Donc j'ai dit, il faut commencer par ça, sans tomber, à l'époque, le RIC, tout ça, je ne savais même pas ce que c'était, hein, parce que les Gilets jaunes sont arrivés après. Je me suis toujours dit, dès le début, sans tomber dans l'extrême de la démocratie totale, pour et par le peuple, où tout le monde se mêle de tout le monde vote pour tout, etc. Il y a forcément un système un petit peu médian, on va dire, qui est réaliste, qui pourra être simple et qui déjà éliminera le mensonge en politique. Je me suis dit, nous avons actuellement, et ça s'est vérifié après, j'ai l'impression d'avoir un petit patron de PME qui nous donne ses cacahuètes, qui sort de sa poche, et que nous sommes ses employés qui disent « Ah merci, il est gentil, il a lâché ci, il a lâché ça ». Alors que dans le système EJL, je fais une transformation vraiment importante de la 5e, tout en restant un petit peu avec quelques bases, où je rends ce qu'on appelle un mandat impératif. J'ai rien inventé, ça a existé il y a très longtemps. J'ai juste un petit peu amélioré dans une mécanique générale. Et dans ce système, le président, aidé par un vice-président, création de poste, deviendrait comme un PDG. Alors on dit, oh là là, mais c'est un capitaliste. Non, parce que le PDG, il est nommé par les actionnaires du peuple, on va dire, mais à tout moment, il peut être débarqué s'il n'a pas respecté le plan qu'il a annoncé pour avoir ce poste. Voilà. Ça s'appelle, c'est plus des promesses de campagne, c'est un engagement comme un devis. Hein, vous voulez refaire votre salle de bain, vous avez 3 entreprises qui viennent, moi je fais ci, ça, à tel prix, tel machin. Ok, si vous ne faites pas, vous ne respectez pas le devis, vous êtes viré et pas payé, c'est juste une image. Donc je me suis dit qu'il fallait commencer par ça. Ensuite, j'ai dit ce qui allait mal dans ce pays, c'était la déformation idéologique des mots depuis 30 ou 40 ans. Une quinzaine de mots qui ont dicté tout ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire le monde à l'envers à plein de niveaux, pas simplement la Covid. Et donc, je me suis dit, il faut faire un SOS dépannage des mots. Hein, on est encore dans le bricolage et les entreprises. Et donc, j'ai repris un peu tous les mots, je ne vais pas les citer ici, mais bon, j'ai commencé par ça. Alors ensuite, je suis rentré dans le vif du sujet, c'est-à-dire volet par volet, avec une seule obligation, sortir des packs idéologiques. C'est-à-dire, ça fait déjà presque 10 ans que les gens ont compris que c'était plus tellement droite-gauche maintenant, c'était souverainiste, populiste, progressiste, bon, il y a d'autres appellations. Mais néanmoins, il y a encore des packs idéologiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont formatés, s'ils sont pour telle mesure, forcément, ils sont aussi pour celle-là et contre celle-là. C'est quasiment des réactions robotiques. Donc, j'ai écrit un programme. Alors, moi, je suis électeur, j'ai été électeur toute ma vie du RPR, UMP, la droite dite républicaine. Mais j'étais un cocu de la droite républicaine, il faut le dire clairement, vu la trahison de 2005 et 2008 du Congrès. Oui, comme M. Jutier était un cocu du PS, il nous l'a dit tout à l'heure. On est tous cocus, mais contents. Donc, en fait, j'ai écrit chaque volet, j'ai essayé de prendre de la hauteur et de sortir des réflexes habituels. Et j'ai aussi adopté une méthode que je trouve originale, en tout cas par rapport à ce que faisaient les politiciens ou les petits jeunes qui sortent de Sciences Po ou de l'ENA, qui sont formatés et qui essayent de faire rentrer un contenant
dans un contenant qui est déjà formaté. C'est la 5e, c'est comme ça, tac, tac, ok, il y a les traités, les machins, et on essaye de s'adapter. Moi, je suis parti comme si la France n'existait pas et qu'on allait l'inventer. Il n'y a pas de constitution, il n'y a rien, il n'y a pas de traité. Qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque domaine pour être un petit peu logique et dans l'intérêt toujours supérieur du peuple et de la France? Parce que quand on est élu à la tête d'un État, d'un pays, c'est quand même pour s'occuper principalement et prioritairement de son peuple. Hein. Ça peut paraître égoïste, c'est pourtant parfaitement logique. Donc chaque volet a été pensé comme ça. C'est pour ça qu'il y a des mesures, on en parlera plus tard, très contradictoires dans le programme EJL. Alors, j'ai quelques questions. Oui, j'ai quelques questions. Là, vous avez exposé votre programme un peu plus tard dans la soirée avec Sheila, hein, puisque c'est prévu au programme. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous êtes, vous, un démolisseur, si on, pour prendre votre terme à vous et votre analogie, ou est-ce que vous êtes un reconstructeur et un fédérateur, justement, au moins au niveau des idées, si ce n'est pas avec les hommes? Ok. Alors, en fait, ma mission, en fait, ça n'a jamais été d'être candidat à quoi que ce soit. Je l'ai annoncé depuis 4 ans et je l'assume jusqu'à ce soir et pour la raison que je vais vous expliquer. J'ai toujours voulu être un détonateur. J'ai voulu faire une explosion dans la tête des gens, qu'ils arrêtent de se faire un monde de ces gens qui sont soi-disant les élites, qu'ils arrêtent d'avoir des complexes. J'ai un concept qui s'appelle l'arrogance citoyenne, mais juste tellement d'arrogance que les gens ne comprennent pas que c'est pour leur donner confiance contre ces élites. Donc ça, il va falloir que je redirige un peu la communication. Donc je veux montrer à mon peuple qu'on est tous quasiment capables d'écrire des choses intelligentes, de préparer des choses intelligentes, parce qu'on est du terrain, on a chacun nos compétences, hein, on n'est pas spécialiste de tout évidemment. On a affaire à une caste, des castes de gens qui sont déconnectés, qui nous méprisent. Moi, mon objectif, c'est de donner tellement une confiance à un groupe de gens quand même constitués, que nous allons aller sur leur terrain. Chez EGL, on ne part pas dans des incantations qui font frémir, mais qui sont quasiment impossibles. On peut les battre sur leur terrain. Le terrain du programme, le terrain des institutions, le terrain de comme ça. Donc moi, au départ, je suis un détonateur. Et je vous avoue que je n'ai pas réussi. Il faut dire la vérité, pour plein de raisons, puisque déjà, je détruis le monde politique, puisque je supprime, dans le programme en tout cas, 6000 postes d'élus inutiles, départementaux et régionaux. Donc là, déjà, ça plaît à personne. Donc, je n'ai pas réussi à n'avoir que ne serait-ce qu'un média. Jusqu'à toi, Richard. Je dois te remercier parce que tu es le premier à avoir donné un peu de visibilité à EJL Citoyen. C'est ça, on ouvre les bras vraiment à tout le monde. Et j'ai trouvé qu'effectivement, tu faisais partie du casting et c'est vrai que c'était intéressant pour toi. Alors toi, si vous vous présentez, vous voyez, hein, parce que c'est une élection présidentielle quand même, donc il faut respecter un peu les codes. C'est aussi par rapport à la pauvreté du casting citoyen, hein, tel que vous pouvez le voir et y assister aujourd'hui. Hein. Alors, pourquoi j'ai décidé il y a une semaine? Il y a une semaine, j'ai dit, je vais y aller. Parce que ça va donner une vitrine au programme EJL Citoyen. Parce que pour une fois, je pourrais exposer les axes de mon programme que j'ai jamais pu faire avec un petit peu d'audience. Et j'ai cette prétention de penser que ce soir, c'est pas le cas. Mais en général, les mouvements citoyens, les candidats sont à 90% issus des Gilets jaunes. Bon. Et j'ai même travaillé avec certains, notamment la Concorde citoyenne, même avec Chalençon au CNL, etc. Tous ces gens-là ont une motivation que j'admire, parce que moi, je n'ai pas la fibre militante du terrain, des manifestations. Là-dessus, je m'incline, parce que ils ont ouvert une voie. Bon, moi, j'étais un petit peu là avant, mais personne ne me connaissait, mais du coup, ils ont ouvert une voie dans l'esprit de plein de gens. Mais ce que je dis, c'est que malheureusement, et ça, c'est une critique globale, hein, c'est pas du tout ciblé, je les ai assez fréquentés, j'ai assez travaillé avec eux au sens large, pour dire qu'ils sont un petit peu enfermés dans leur microcosme de gilets jaunes. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à penser que la France, les électeurs, sont tous gilets jaunes militants, très intéressés par une virgule de la Constitution, etc. Et ils pensent qu'en présentant soi-disant, enfin des fois pas de programme du tout, ou alors une mesure, ils pensent qu'ils vont faire vibrer les gens et dire « Ah, on y va ». Moi, je vais revenir sur ce qu'a dit, je ne sais plus qui, je crois que l'élection, c'est justement là où on doit présenter son programme. On ne peut pas arriver en disant on n'a pas de programme, élisez-nous et après on fera le programme ensemble. Ça n'a pas de sens de retarder la confrontation. L'élection, le programme qui est élu, le candidat qui va le porter, le mouvement qui va le porter, l'équipe qui va le porter, parce que EJL c'est vraiment une équipe, il se présente, si c'est bon, les gens vont dire oui. Pourquoi ils vont dire on veut ce monsieur ou ce mouvement, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais après on décidera. Non, l'élection c'est justement fait pour décider. Et ce fantasme, je suis désolé, je trouve, hein, que le peuple va écrire la Constitution, mais ça fait plaisir.
Ça fait démocrate. Tous ceux qui disent pas ça, on les prend pour des dictateurs. Mais c'est quasiment impossible. C'est même impossible. Donc, pourquoi je suis là? Parce que justement, je voulais représenter aussi, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une tendance à être à 80% plutôt à gauche. Là, il faut quand même revenir dans les fondamentaux. Souverainiste, mais à gauche. Je voudrais représenter, moi, dans les mouvements citoyens, les souverainistes, mais un petit peu à droite. Et on commence donc avec la première thématique pour nos candidats à l'élection présidentielle, avec des questions sur l'actualité et la crise sanitaire. Donc, premièrement, j'aurais souhaité vous demander, donc, concernant les protestations des Français dans les rues que nous connaissons depuis cet été, et très exactement depuis le 12 juillet, avec les annonces d'Emmanuel Macron pour l'instauration du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire. En tant que futur président, comment comptez-vous réconcilier tous ces Français? Et surtout, souhaitez-vous maintenir la politique sanitaire engagée par le gouvernement actuel et surtout en matière d'obligation vaccinale et de passe sanitaire? Alors déjà, pour être concret et direct, évidemment que j'annulerai toutes les obligations de vaccination, tous les passes sanitaires. Je relancerai bien sûr les recherches sur les produits, les médicaments, les traitements plutôt, qui ont des bons résultats, mais on les a cachés. Mais pourquoi je ferai ça directement? Parce que je suis complotiste. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être complotiste? Être complotiste, c'est quelque part avoir un petit peu d'avance sur la réalité et surtout avoir un sens de la logique. Comme l'a très bien dit, vous l'avez tous dit, tous les trois, c'est pour ça que j'ai plus tellement grand-chose à dire finalement. Il y a tellement d'illogismes, de mensonges, de preuves évidentes qu'aujourd'hui, on a compris une chose, évidemment que c'était préparé. Monsieur Furlan a l'air de s'étonner, il faudrait arrêter ils ont mal fait la politique. Mais non, au contraire, ils sont très intelligents. Puisque leur objectif n'est pas de gérer au mieux cette crise qui tombe du ciel. Leur objectif, c'est de mettre à plat les Français dans leur mental, dans leur motivation, de les rendre fous, de les rendre des esclaves, de les rendre des robots qui obéissent à n'importe quelle consigne, même si elle est absurde, même si c'est l'inverse de la veille. Ils sont arrivés. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on le disait déjà il y a un an, j'ai dit malheureusement, les Français, à la fin, ils vont plus voir il faut se vacciner. Pourquoi? Ils vont juste voir, si on est vacciné, on peut vivre normalement. Je veux dire, c'est que celui qui nous enferme, celui qui les enferme, qui les libère ensuite, on doit le remercier alors qu'il les a enfermés pour rien, si on doit résumer. Évidemment que ce virus est le fruit d'une préparation de longue date, avec on va dire des acteurs et des collaborateurs, et surtout des complices qui avaient des intérêts différents. Évidemment qu'il est sorti volontairement d'un laboratoire chinois. La Chine, deux objectifs, mettre à plat les économies occidentales et faire tomber Trump, ça a participé aussi à la chute de Trump. Les mondialistes derrière ont repris le bébé en disant c'est extraordinaire, nous avons enfin l'occasion de faire le reset, la réinitialisation. Et moi, j'ai compris ça tout de suite sans avoir aucune connaissance. Je ne suis pas comme M. Furil, ce n'est pas 20 ans que je suis là-dedans. Je ne suis pas un informaticien, je ne suis rien du tout. Je suis un type qui cherche toujours les mobiles, les complices, la logique, l'objectif. Et quand on réfléchit comme ça, tout de suite, je suis tombé sur le site The Global Goals, où comme par hasard, au bout d'un mois, ils avaient déjà toute leur campagne de communication qui disait le grand reset, revenir en arrière serait une erreur, le nouveau monde, c'est une occasion unique, etc. Donc évidemment que tout ça, c'est une vaste escroquerie, on le dit tous les jours. Bon, mais maintenant, en termes de mesures, au-delà d'annuler toutes ces folies furieuses, bien sûr, réintégrer tous les gens qui sont traités comme des chiens aujourd'hui, qui sont sans salaire, qui ne peuvent plus travailler, on les traite pire que des fichiers S, pire que des délinquants, pire que tout, sur un motif hallucinant. Mais une autre mesure que je mettrai directement, d'ailleurs, elle est à l'écriture, c'est une idée d'un de mes conseillers en justice, Wilfried Paris, qui est avocat, et qui m'a dit ça avant-hier. Je vais vous dire, chercher les auteurs, chercher les complices, c'est bien, on les trouvera, parce qu'il y aura des enquêtes derrière, il y a trop de preuves qui sont accumulées. Mais nous allons mettre en place, nous mettrions en tout cas en place, une loi d'amnistie exceptionnelle, bien sûr bien encadrée, parce qu'il y a des corrompus, et ceux-là, on ne va pas les rater. Il y a des outils zélés qui ne savaient pas, ceux-là, c'est un problème de QI peut-être, on va pas non plus, on les laissera. Par contre, il y a une ribambelle de gens qui sont tenus par des chantages, qui sont tenus par des affaires. Et ces gens-là ne sont pas ni payés ni complices, ils peuvent rien faire. Ceux-là, on va les libérer. On va libérer la parole, non pas pour trouver les 3-4 coupables, mais pour remonter jusqu'en haut et casser le système. Et je pense qu'on peut le faire. Donc voilà les mesures concrètes.
une sorte d'amnistie ciblée pour aller encore plus haut dans le démontage de cette escroquerie. Merci. Très bien, merci beaucoup. Et là, on va passer à la deuxième partie, au deuxième thème que vous avez choisi ce soir. Je vais passer à notre thématique sur vos mesures et votre programme en tant que candidat. Donc, on va vous demander à chacun de nous donner en fait quelles sont les mesures clés de votre programme présidentiel. Et on va dire les 5. On va dire les 5 mesures clés. Voilà. S'il y en avait 5 à retenir dans cette élection, ce serait pour vous, dans cette candidature, ce serait lesquelles? Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vais essayer de détailler un petit peu plus. Pour ce qui est de la démocratie participative ou la démocratie directe, il y a beaucoup de noms qui tournent autour de ça. J'en ai parlé tout à l'heure. Je trouve que oui, c'est une revendication très théorique, mais qui est difficile à mettre en place. J'entends un petit peu des mécanismes, des assemblées souveraines, des tirages au sort. On part toujours de ce principe dont je parlais tout à l'heure, où tous les Français, ou une majorité de Français, sont très intéressés par la vie politique. Moi, je vous donnerai juste un exemple. Évidemment qu'il n'y a pas que ce facteur-là, mais enfin, l'abstention est record. Record. Alors évidemment que c'est aussi la conséquence de la nullité, des mensonges, de tout ce que je disais tout à l'heure au niveau de la classe politique. Mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'il ne faut pas se mettre dans la tête que les Français sont tous dans ce contexte-là. Moi, je crois, et c'est pour ça que je n'utilise pas tellement ces termes, je crois que les Français, ils ont envie qu'on leur propose quelque chose de clair, de net, d'engageant, d'où le mandat impératif, qui est l'axe du programme EJL, dans une mécanique, qui soit sûr qu'on ne peut pas les trahir, et ils veulent avoir le mandat du président entre leurs mains. Et avec le mandat impératif, le référendum de mi-mandat et plein d'autres mesures que je ne vais pas détailler ici, ça serait trop long, ils sont les actionnaires de leur pays. Le président est à leur service, puisque c'est un PDG. C'est pour ça que je renverse le rapport de force. Je reviens sur ce que disait M. Fiori, c'est exact. Les gens ont tellement été lobotomisés depuis 40 ans, moi aussi, jusqu'à il y a quelques années. On pensait que le président, on doit le regarder comme ça. Non, le président est notre employé. Bon. Si on remet les choses dans la logique, on arrivera à ça. Donc, évidemment qu'il y aurait des RIC possibles, mais avec un chiffre haut pour que ce ne soit pas des RIC tous les matins. Évidemment que dans le programme EJL, il y a des sujets sociétaux, je dis bien sociétaux et pas sociaux et pas financiers, des référendums. Il y aura des référendums, beaucoup de référendums qui seront lancés sur des sujets touchy, des sujets vraiment dont on n'ose même pas parler. Mais justement, on voudrait entendre la parole des Français, comme la Covid. Par exemple, concrètement, par exemple. Par exemple, le retour de la peine de mort ciblée, qui est une mesure complètement symbolique, qui n'est pas dissuasive, mais dans le programme EJL, elle est bien encadrée. Ça donnerait un signe du durcissement de la justice. C'est le point numéro 2 du programme EJL, d'où le nom d'ailleurs, équilibre justice et logique. La justice aujourd'hui est complètement, d'abord, sous contrôle, pour une part, mais sous contrôle politique, on le voit tous les jours, mais aussi sous contrôle idéologique. Il se trouve que le contrôle politique, c'est la négation même d'une république, d'une constitution, puisqu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs. On l'a vu avec la Covid, c'était flagrant, tout le monde s'est couché, toutes nos institutions se sont couchées, même jusqu'au Conseil constitutionnel s'est couché. Mais elle est aussi kidnappée par une idéologie. Donc elle est sous un contrôle d'une idéologie majoritaire parmi le personnel, on va dire, de justice. Et cette idéologie de laxisme, de bienveillance, de tout ce qu'on veut, socialo-progressiste pour résumer, n'est pas majoritaire au sein du peuple, n'est pas majoritaire. Il y a tous les jours des décisions de justice qui sont révoltantes. Les gens se demandent, enfin en tout cas moi je me suis toujours demandé, c'est quand j'ai écrit le programme surtout, j'ai dit mais toutes ces décisions de justice, en bas il y a écrit, ou en haut d'ailleurs, au nom du peuple français. Mais dans quel rêve? Je ne crois pas qu'il y ait une seule décision qui soit rendue sur ce que dirait le peuple français. Bon. Donc là, on va durcir la justice et on va bien sûr passer sous une procédure complètement différente. Il n'y aura plus de ministère de la Justice, il y aura un garde des Sceaux qui sera élu au suffrage universel direct. Ça, c'est une nouveauté complète. Alors, c'est un petit peu à l'américaine, puisqu'il y aura aussi des juges qui seront élus. Alors, on va me dire, oui, mais c'est très démago. Ah oui, c'est démago. Moi, ça ne me dérange pas, la démagogie. Dans le sens où le peuple va enfin être entendu. Le peuple saura qu'il va désigner un juge, ou en l'occurrence un garde des Sceaux, qui aura plus ou moins donné des axes de sa politique, la politique qu'il mènera, si j'ose dire, de justice. Et là, on aura quelqu'un qui nous représente aussi au niveau du levier de la justice. Et par le biais du système, là, il faut voir le programme complet, la séparation du pouvoir sera, cette fois-ci, garantie. On ne pourra plus avoir un président, l'exécutif ou un gouvernement qui nomme des gens qui sont censés le juger s'il y a un problème. C'est plus possible. Bon. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la souveraineté au sens large. Moi, j'appelle ça la triple souveraineté, puisque
la souveraineté populaire, je pense que le programme GEL en détail la donne quelque part, puisqu'il redonne le contrôle de la gouvernance au peuple, mais pas avec des mesures comme j'ai entendu depuis tout à l'heure. Il donne une mission au président, au vice-président et à son équipe. Dans cette mécanique, le gouvernement et le président et toute cette équipe qui se présente en disant leur nom tout de suite pendant la campagne seraient responsables non plus devant le Parlement, donc des partis politiques, historiques, etc., mais devant le peuple. D'où la force du mandat impératif qui permet, je vais petite précision, le mandat impératif de Giel est le seul système, la seule mécanique qui permet d'allier une surprise électorale potentielle, c'est-à-dire un de nous ou un autre mouvement citoyen, enfin n'importe qui n'était pas du tout favori, qui gagne l'élection présidentielle. D'accord? Mais derrière ce mouvement, même si on s'allie tous, imaginons un rêve, faisons un rêve, on n'aura jamais le maillage territorial, on n'aura jamais l'historique et on ne gagnera pas les législatives. Donc on aura fait tout cet exploit citoyen magnifique pour rien. Parce que dans le cadre de cette cinquième-là, derrière, on n'aura pas la majorité, donc on sera en cohabitation avec je ne sais pas quel politicien qui sortira d'un parti qui contrôle parfaitement les législatives et l'Assemblée nationale. Donc le mandat impératif permet d'être en mission, une mission donnée directement par le peuple à une équipe et d'application. C'est pas fini, juste un truc. Oui, les 4 et 5. Alors, juste 4 et 5, parce que là vous dépassez le temps. Là. Juste une dernière chose. Et en parallèle, tous les imprévus pendant le quinquennat ou le septennat seront gérés par l'Assemblée nationale directement. Le président n'a aucun pouvoir. Pour la Covid, jamais on n'aurait pu vivre ce qu'on a vécu là. Un petit président et trois conseillers qui dirigent le truc. Ça serait passé par l'Assemblée nationale. Représentative, élection à un tour, à la proportionnelle. Voilà. Donc, une fois qu'on a modernisé la République et la justice, déjà on y verra plus clair et on attaquera la troisième souveraineté, c'est-à-dire monétaire et nationale. Évidemment qu'il faut sortir de cette Europe-là. Voilà. Je vais arrêter là parce que je ne vais pas trop prendre de temps. Merci beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que M. Furlan a détaillé finalement ce que j'appelle moi dans le programme GEL depuis 2017, le versement mensuel national. Je l'appelle comme ça pour sortir de ce côté revenu universel qui fait un petit peu peur à tout le monde parce que tout le monde pense à Benoît Hamon, etc. Alors, et M. Jutier a très bien vu. Moi, quand je l'ai fait, évidemment, je n'étais pas du tout dans l'esprit mondialiste, de ce système monétaire, financier, etc. Donc, à l'époque, pour moi, c'était vachement bien parce que j'aidais les gens, etc. Sauf que maintenant, c'est mal perçu. Alors, il faudra refaire une petite éducation là-dessus. Maintenant, quand vous dites 900 ou 1000 euros, je veux dire, j'ai fait toutes les simulations. À 750 euros, c'est déjà extraordinaire qu'on y arrive. Et effectivement, on supprime toutes les aides sociales, les 57 prestations sociales, dont la moitié, les gens ne savent même pas que ça existe. On élimine par définition la fraude, puisque forcément qu'il n'y a plus des dossiers multiples, etc. Bref, donc ça, c'est un premier point. Donc, je suis effectivement pour ce versement mensuel national. Je vais revenir un instant sur la dette, parce que je n'en ai pas parlé du tout, parce qu'après, c'est passé à autre chose. Je crois qu'il ne faut pas paniquer avec cette dette. Il faut se remettre dans l'esprit d'une entreprise. Les dettes, je crois que la durée moyenne de notre dette globale est de 7 ans. On divise par 7, on n'est plus à 120%, on est environ, vous allez faire le calcul, un petit peu moins de 10%. Ça veut dire qu'une entreprise qui est endettée à 10% de son chiffre d'affaires annuel, c'est pas énorme. Donc, le Japon est à 250%, je crois. Les États-Unis à 350%. Ils ne sont pas tous en train de dire on va tous mourir. Donc, je crois qu'il faut arrêter d'angoisser les gens. Moi, je crois que ça fait même partie du système qui justifie plein de choses qu'on nous demande. On dit regardez, on est endetté. Donc, moi, ce que vous annoncez, ça fait 10 ans que tout le monde l'annonce. Elle doit arriver demain matin, après-demain, etc. Bien sûr qu'il y a des choses à faire. Mais finalement, sans vous en apercevoir, vous alimentez la gestion par la peur. Vous, c'est pour le bien, j'ai compris, c'est pas mal intentionné. Mais le résultat, c'est le même. C'est qu'on angoisse les gens à tous les niveaux. Donc, moi, je vous dis que cette crise, elle arrivera quand elle arrivera. En attendant, on a des choses à faire. Donc, c'était quoi la question? J'ai fait voilà, vous avez apporté la réponse en tous les cas. Bonsoir alors, tout le monde. Bonsoir Abdel, tu suis cette émission depuis le début. Alors déjà, quelle est la température? Comment tu la vis? Comment tu la sens, cette émission? Je vais essayer de rester cool. Je disais par rapport à la dernière fois, je trouve que c'est beaucoup mieux en termes de niveau, j'allais dire politique. Moi, j'ai trois petites questions simples. La première, les présidentielles vont avoir lieu en pleine pandémie, c'est-à-dire en plein milieu de la catastrophe, que ce soit l'année dernière ou ce qui est annoncé. Donc, tout ce que j'entends ici est à la hauteur d'une campagne électorale classique. Mais là où j'ai un problème avec vous, c'est que nous sommes dans quelque chose qui n'a rien de classique. Nous nous empoisonnons des gens
depuis plus d'1 an. On voit les effets alors que c'est encore que le début. Et là, en mars, avril, nous allons être dans le plus gros. Donc, ma question est simple. Est-ce que vous minimisez dans vos échanges tout ce qu'il y a autour de la vaccination, notamment l'empoisonnement des gens? Ou est-ce que, j'allais dire, pourquoi vous n'en parlez pas plus? Parce qu'on a beaucoup parlé d'économie, mais l'économie, c'est dérisoire quand les 3/4 des gens vont mourir ou vont être malades. L'économie, c'est dérisoire quand actuellement où on parle, ce qu'on a besoin, c'est que des gens disent en campagne électorale, attention, nous sommes dans la plus grande manœuvre qui est menée. Donc ma question pour vous, messieurs, est-ce que vous pensez comme moi que nous en sommes à une campagne d'exception et que nous sommes en train de tuer les gens, de les rendre malades, de les stériliser ou ce que vous voulez, et que c'est ça l'enjeu de la campagne? Ou est-ce que je délire et je suis peut-être un peu complotiste? Moi, je crois que j'ai répondu aussi clairement, puisque j'ai dit que j'étais complotiste et j'ai dit que par simple logique, on voyait bien qu'on était. Et j'ai même dit sur cette antenne, hein, d'ailleurs, je dis que on nous assassine à petit feu en détruisant notre système immunitaire. Bon, on le dit, mais qu'est-ce que ça va changer dans la campagne? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question. C'est ça la question. Donc, je crois qu'on est tous d'accord à peu près à des niveaux différents. On est d'accord pour voir ce qui se passe. On est tous là pour ça. Ça fait partie, moi aussi, des choses qui m'ont motivé. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais on n'a pas les pouvoirs pour l'instant. Il faut y arriver, avec des élections truquées, avec des dates qui ont été bien choisies pour qu'il y ait beaucoup d'abstention, avec sans doute des machines à voter, peut-être des passes sanitaires, ou peut-être même il faudra peut-être être vacciné pour aller voter. Il n'y a plus de limite, on a tous compris, je crois, ça, qu'il n'y a plus de limite. Donc on va tous jouer le jeu, on va tous aller jusqu'au bout avec le candidat qui sortira, les candidats. On va tous faire semblant qu'on est dans un pays normal, dans une situation normale, Abdel. On n'est pas tous inconscients, hein, on le sait, et on va attendre un miracle. Alors le miracle, il viendra peut-être d'une réaction, enfin, des serviteurs de la nation, qu'on attend depuis 1 an et demi, 2 ans. Je ne sais pas par quoi ils sont tenus, parce que ce que dit M. Fioril, je peux le dire en d'autres termes, le coup d'État a déjà eu lieu depuis très longtemps. Ça ne serait pas un coup d'État, hein. Ça serait un contre-coup d'État, une alliance du peuple, les serviteurs de la nation, pour reprendre le pouvoir et pour arrêter ce crime contre l'humanité. Mais pas qu'en France, bien sûr, c'est mondial. Donc voilà la réponse, Abdel, en tout cas la mienne. Ce soir, je vous précise que malgré ma réputation, j'ai été respectueux du temps de parole, j'ai répondu aux questions rapidement et juste quand on m'a donné la parole. Je n'ai pas apprécié que tout le monde se permette de couper la parole à tout le monde, notamment quelques-uns. Alors je vais quand même répondre à cette question. Évidemment que la clé du succès, elle est chez les abstentionnistes. Aujourd'hui, premier parti de France, en nombre. Évidemment qu'il sera difficile de les motiver parce qu'ils sont dégoûtés de tous les partis politiques, mais sur 3 axes, qui sont les axes de JL, à savoir, comme l'a dit M. Fioril d'ailleurs, construire autre chose, quelque chose de complètement différent, dans la nature, même dans la personnalité, les parcours des gens qui vont porter ce projet. Stop politicien, c'est-à-dire sortir des partis, ne pas avoir une seule personne qui a participé à ce système corrompu, qui a fait toute une carrière dans la politique, etc. Des gens complètement différents, des gens de la base, du terrain. Voilà, donc c'est toujours l'idée en tout cas de JL. Et évidemment, alors là c'est contradictoire, et là j'ai pas de solution. Mon truc, c'était le quoi avant qui. Voilà, quoi avant qui. Donc là, en l'occurrence, la présidentielle, malheureusement, c'est qui avant quoi. C'est un gros problème. Mais on peut, malgré, tout en respectant, je veux dire, les règles du jeu de la 5e, de l'élection présidentielle, on peut, comme va le faire EGL, en tout cas, présenter une équipe, avec création de poste d'un vice-président, un Premier ministre déjà nommé, et un gouvernement, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, ça serait une équipe citoyenne qui se présenterait, avec des postes bien définis, dans un truc bien précis, avec une mission impérative, comme son nom l'indique, mandat impératif, contrat de confiance. Ça peut faire bouger les lignes. Et je finirai une dernière chose, c'est que j'ai entendu M. Jutier, c'est très bien de dire que ce programme est très bien parce qu'il est très à gauche. Il y a aussi un problème, c'est que la majorité des gens militants de ces mouvements citoyens, des gens qui sont dans la rue, il y a une majorité qui est à gauche. Le problème, c'est que dans les électeurs globaux de la France, la majorité aujourd'hui, elle est à droite. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est pour ça que je dis qu'il y a ce petit problème qu'il faudra résoudre, d'où le programme EGL qui est un mixte, pas en même temps, hein, c'est pas du en même temps façon le psychopathe, c'est du à fond d'un côté et à fond de l'autre. Et finalement, le bateau, il va tout droit. Voilà. Si parmi vous, il y en a un qui est choisi par, on va dire, un nombre d'internautes, est-ce que vous allez tous vous ranger derrière lui, quoi que sont vos idées politiques les uns des autres? Et la dernière chose, c'est, êtes-vous croyant? Sur le soutien, par définition, je trouve que on n'est pas assez important. On n'a pas un mouvement assez important pour donner des consignes de vote. D'ailleurs, je trouve ça ridicule. Donc moi, personnellement, je ne donnerai aucune consigne de vote et je ne peux pas me prononcer parce que tout dépend de qui.
je vais vous dire une chose, c'est bien beau de dire citoyen, citoyen, mais c'est pas parce que la personne est citoyenne qu'il est forcément dans une ligne, dans un programme qui me conviendrait. Donc je ne peux pas m'engager là-dessus. Il n'y a pas eu de charte dans l'émission, je n'ai pas signé. S'il y avait une charte à signer, j'aurais peut-être réfléchi, mais là, comme ça, je dirais je ne peux pas m'engager là-dessus sans savoir qui va gagner. En tout cas, est-ce qu'il y a un des autres candidats ici présents qui vous séduit, par exemple? Ça, vous pouvez le dire. Qui me séduit? Non, parce que je connais… Monsieur Jutier m'a oublié, pourtant on a échangé une vingtaine de mails ensemble, donc non, ça ne me séduisait pas. Monsieur Furlan, je le découvre, je le trouve en tout cas très courageux, très motivé, j'aime bien sa petite partie de son programme, on va dire. Et Monsieur Furier, je le connais depuis très longtemps, en tout cas de nom. Donc non, le projet de Monsieur Furier non plus ne me séduit pas du tout. Non, là dans les 4, non. Il y en a peut-être d'autres dans la liste, hein, mais dans les 3 plutôt, non. Et la deuxième question, je suis croyant, c'est ça. Bon, je crois que tout le monde le sait maintenant, hein, je le dis tous les jours, je suis de père juif tunisien et de mère catholique. Donc j'ai été élevé dans les deux cultures, les deux croyances. Mon père était très croyant, très pratiquant, ma mère un peu moins. Moi, je vais vous dire, je pense que je suis croyant, c'est peut-être très réducteur, dans les 10 commandements. Juste les 10 commandements. Je ne suis pas pratiquant, je ne vais pas à la synagogue, je ne vais pas à l'église, mais j'essaie dans ma vie de respecter les 10 règles de base qui sont dans les 10 commandements, mais qui pourraient être aussi dans l'islam ou je sais pas où. En tout cas, c'était là où ça a été plus ou moins écrit la première fois. Donc je suis croyant dans le sens où j'essaye de pouvoir me regarder dans une glace. Et j'ai l'impression qu'on me regarde quelque part. Donc je suis croyant dans ce sens-là, mais pas du tout pratiquant. Voilà, et il faut dire aux téléspectateurs qu'en fait, en fonction des votes, c'est pour ça que les votes sont très importants. En fonction des votes, on va faire ressortir les 2 premiers de chaque débat, donc sachant qu'il y a 4 ou 5 débats pour une place en demi-finale et en finale. C'est un peu une starac de la politique menée ici sur cette antenne, de Une TV. Merci infiniment à vous tous et à très bientôt. Au revoir et on va gagner tous ensemble. Bonne soirée, au revoir. Merci. Bonsoir.